Bien, si nous parlions de l'Italie, et oui, tout le monde en parle d'ailleurs depuis hier évidemment, parce que ça fait bruit. Nous avons trois invités pour évoquer, pour réfléchir autour du résultat de ces élections législatives en Italie. Trois invités, Pascal Perrineau, bonjour. Merci d'être avec nous, professeur des universités à Sciences Po, spécialiste de sociologie électorale, directeur du Centre de recherche politique de Sciences Po entre 92 et 2013, Pascal Perrineau. Et avec nous aussi Emmanuel Rivière, directeur international du Conseil politique de l'Institut Canter Public. Et puis Alban Mikosi, que je remercie, qui est de passage à Paris, correspondant de France TV à Rome. Et vous voilà à Paris, vous voilà dans les studios de Sud Radio. Je vous en remercie parce que vous vivez évidemment la politique italienne au quotidien. Alors, est-ce que nous avons les derniers résultats? Vous avez, vous Alban Mikosi, les derniers résultats. Oui, ça donne quoi? Que donnent les derniers résultats? C'est indiscutablement une grande victoire pour Madame Meloni, puisqu'elle est créditée là, là c'est du dépouillement, hein, c'est plus des sondages de plus de 26% des voix à elle seule, avec son parti. Vous pouvez rajouter un peu plus de 8 points pour Silvio Berlusconi et 8,8 pour Monsieur Salvini. Au total, vous avez, avec deux petits partis qui s'ajoutent, une majorité très large pour le centre droit. Il n'y a pas de doute sur le fait que le centre droit aura la majorité et au Sénat et au Parlement italien. Et d'ailleurs, Giorgia Meloni a revendiqué le poste de présidente du Conseil, évidemment. Ce qui est la logique institutionnelle. Maintenant, c'est au président de la République italienne, M. Mattarella, de désigner la personne à qui il souhaite confier la responsabilité de diriger le gouvernement. On voit mal comment il pourrait désigner quelqu'un d'autre. Bien, nous allons revenir sur ces résultats, les regarder de plus près. Nous allons réfléchir aux raisons pour lesquelles les Italiens ont voté en faveur de cette coalition de droite et d'extrême droite. Et ensuite, nous allons réfléchir aux engagements. Comment peut-elle diriger? Quels sont ses engagements vis-à-vis de la guerre en Ukraine, de l'Europe, de la situation budgétaire en Italie qui est plus sérieuse que chez nous en France encore? Donc ces questions-là. Et puis, vous allez intervenir 0826 300 300 pour donner votre avis aussi. Je ne suis pas là pour donner des avis particulièrement tranchés, pas de posture ici, nous allons réfléchir, uniquement réfléchir. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique politicienne, mais pour réfléchir aux conséquences et puis à ce qui fait qu'aujourd'hui en Italie, on retrouve Giorgia Meloni à la tête de d'abord cette coalition des droites. Regardons la coalition des droites, messieurs. Elle, c'est un succès. Pascal, c'est un échec. Et Berlusconi, c'est quoi? C'est moyen, quoi. Mezzo? Non, je dirais, Pascal Perrineau. En effet, par rapport à ce qu'annonçaient certains sondages, mais il faut se méfier de comparer à des sondages, vous voyez, parce qu'on compare à du virtuel. Mais par rapport à la dernière fois, c'est-à-dire 2018, le pôle de centre-droit que représente Forza Italia continue son érosion. Voilà, puisque ce pôle rassemblait 14% en 2018, là il est à un peu plus de 8%. Voilà, c'est tout de même le dernier dans le tripode qui est au cœur de cette coalition de droite qui vient de gagner, c'est tout de même le dernier. Donc voilà, il y a un phénomène d'usure du leader, d'usure de la formation. Bien, Emmanuel Rivière, échec pour Salvini. Échec pour Salvini, et au passage, d'ailleurs, il faut noter la très grande fluidité, je pense que c'est une des leçons du paysage politique italien, puisque Salvini, c'est la force ascendante de 2018, qui avait déjà pris le pas sur Forza Italia, ou avec laquelle il était en alliance, qui finalement gouvernera avec 5 étoiles, mais qui était là aussi force triomphante, et ces deux forces qui représentaient à ce moment-là pas loin de 50%, représentent en totalité aujourd'hui à peine 23%. Et ça, c'est un des éléments du paysage politique italien, c'est qu'il y a quand même une très grande instabilité, et je pense que c'est un des éléments d'interprétation qu'on peut avoir. Giorgia Meloni et Fratelli d'Italia qui
triomphe, c'est un peu la force qu'on n'avait pas encore essayée. Il n'était pas dans la grande coalition sortante. D'accord, 26%, je rappelle, pour Fratelli d'Italia. Oui, mais pour Salvini, il débordait. Finalement, il a été débordé, Salvini. Son électorat a été siphonné par Giorgia Meloni, très clairement. Ouais. Alors, je rappelle quand même que Salvini, c'est l'allié de Marine Le Pen. Il faut le rappeler. Et que Giorgia Meloni, c'est plutôt Marion Maréchal, pour de multiples raisons. Je voudrais établir le lien, quand même, parce qu'il est important. Le lien est important, mais c'est vrai que vous disiez, Jacques Bourdin, qu'il faut réfléchir. Il y a quelque chose qu'il faut faire aussi, ou ne pas faire, c'est plaquer ce qui s'est passé en Italie ou en Suède sur la situation française. Oui. On a parlé de coalition. C'est ça qui est aussi très important dans cette accession des extrêmes droites dans les coalitions gouvernementales et là à la direction d'un pays. C'est en alliance avec la droite traditionnelle et Forza Italia. Et en Italie, ça n'a rien de nouveau. Giorgia Meloni a été ministre de Silvio Berlusconi dans le cadre de l'Alliance nationale. Oui, c'est vrai. Il y a 15 ans, en 2008. Donc c'est quelque chose qui est un élément très important pour faire la différence avec la situation française et éviter de plaquer. Alors regardons le reste du paysage politique italien avec le centre. C'est un échec pour l'État. C'est franchement la coalition du centre, des centristes. Et ensuite, je regardais le petit parti, comment s'appelle-t-il non, c'est pas Azzurro, le petit parti de l'ancien, de Renzi. Oui, Italia Viva. Italia Viva, voilà. Italia Viva, pas mal. Oui, le troisième pôle arrive à son objectif, c'est-à-dire exister politiquement. Ouais. Évidemment, ce qu'ils les aurait arrangé, c'est qu'il n'y ait pas de majorité et puis qu'ils puissent avoir le rôle pivot. Ça ne sera pas le cas. Mais ils sauvent leurs grands élus dans les deux chambres. Notamment dans les grandes villes. Il y aura 15 et 8, 23 élus de ce mouvement politique de la troisième voie. Et puis le dernier mouvement qui est inclassable. Les 5 étoiles. Les 5 étoiles. Alors c'est mieux que si c'était pire. Ah bon, c'est-à-dire ils ont pris de telles gamelles lors des dernières élections qu'il était tout à fait envisageable qu'ils fassent moins de 5% et qu'à ces titres-là, ils ne soient même pas représentés. Ils vont finir à 15%, c'est-à-dire évidemment une chute énorme par rapport aux dernières élections comparables, mais tellement mieux que ce qu'ils craignaient il y a 2 mois, que c'est un sauvetage. Au passage, c'est la victoire de la ligne Conte contre ce pauvre Luigi Di Maio, ministre des Affaires étrangères, qui fait moins de 1% des voix sur sa ligne à lui. C'est celui qui venait en France, Di Maio. Autant dire que pour Di Maio, ça va être très très compliqué d'exister. Oui, j'ai vu d'ailleurs que 5 étoiles avait obtenu ses succès dans le Mezzogiorno. Alors Pascal Perrineau. Et puis il reste tout de même la troisième force politique en Italie. Il reste, c'est vrai, 5 étoiles. d'Italia, troisième force. Le Parti démocrate. Ils ont fait quoi, 15-16%? Oui, 15-16%, donc c'est pas négligeable après les avanies qu'ils ont pu connaître. Et j'ai été frappé, puisque j'étais en Italie récemment, par la popularité, en particulier dans les petites couches moyennes, dans les couches populaires, du thème et en particulier dans les zones qui connaissent encore la pauvreté, comme le sud de l'Italie, du thème de ce revenu social qui est au cœur, qui est au le cœur. RSA, c'est le RSA. Oui, c'est pas tout à fait. C'est une forme de RSA, de salaire minimum, puisqu'il n'y a pas de salaire minimum aussi en Italie, vous voyez. Donc là, ils ont eu un thème qui leur a permis d'exister dans la campagne et de rallier à eux, on le verra quand on aura les enquêtes précises, à mon avis, toute une partie du petit peuple italien. Et une des raisons pour lesquelles c'est mieux que si ça avait été pire, comme disait Alban Micosi, c'est que ça a été tiré vers le haut par la popularité de Giuseppe Conte, qui a tiré de son qui a été président du Conseil. Et notamment pendant la crise Covid, et qui en a tiré des bénéfices, et notamment au moment de la négociation des plans de relance en 2020. Évidemment. Bon, nous allons revenir sur la personnalité de la gagnante, Giorgia Meloni, dans un instant, et nous allons essayer de comprendre pourquoi elle a réussi à obtenir cette victoire en Italie. Et puis j'ai Simon, d'ailleurs, qui est à Perpignan, qui va intervenir pour nous dire que la réaction d'Ursula von der Leyen l'a fortement dérangée. Et est-ce que ça a pesé sur le scrutin ou pas ? Un mot quand même, avant d'observer une première pause. Abstention
En augmentation, oui. Comme partout d'ailleurs en Europe. Notamment alimenté par des anciennes voix de Cinque Stelle, du mouvement 5 étoiles, qui sont repartis dans l'abstention. Ce parti, qui était vraiment un parti anti-système, avait réussi à drainer à lui une partie des abstentionnistes. Oui. Et par désespérance, ceux qui ne voulaient pas aller du côté de Fratelli d'Italia se sont repliés dans une certaine abstention. En effet, Emmanuel Rivière parlait tout à l'heure de l'incroyable mobilité électorale en Italie. En France, on est pas mal aussi. On est pas mal, mais voilà, cette mobilité, il faut mettre dans le jeu l'abstention, parce que l'abstention est souvent le réceptacle de gens, d'électeurs flottants, et qui flottent en restant chez eux. Et puis, là, c'est un problème plus de fond que connaît l'Italie, que connaissent d'autres démocraties européennes. Il semble que cette abstention soit extrêmement forte chez les jeunes. C'est-à-dire, les jeunes sont en train de rentrer presque en dissidence par rapport à l'acte électoral, qui tout de même reste dans nos démocraties un acte tout à fait essentiel, si on veut que la démocratie pluraliste perdure. Un comportement partagé dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Les jeunes ne vont plus voter. Non, vous avez maintenant un jeune sur deux, qui ne va pas aux urnes, vous vous rendez compte ? Il est 11h13, merci. Vous êtes sur Sud Radio, vous allez comprendre avec nous et vous allez réagir avec nous. Simon Perpignan, que je vais prendre tout de suite après la pub. Allez, 0826 300 300 pour être à l'antenne, 11h14. Nous essayons de réfléchir ce matin. Pourquoi la droite nationaliste gagne en Italie ? Tiens, Simon est à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Simon. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Oui, j'en prie, avec plaisir. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire, Simon ? Bon, moi, deux petites choses essentielles qui me semblent juste être un marqueur quand même de décalage entre le rôle qu'ont certaines personnes à jouer et le rôle qu'ils jouent effectivement. Et là, je parlais de Madame van der Leyen. Je trouve que de toute façon, elle fait de l'ingérence dans les choix politiques nationaux. Elle l'a déjà fait en France lors du deuxième tour des présidentielles. Elle renouvelle cette expérience concernant l'éventualité du résultat italien. Bon, je trouve quand même que là-dessus, il y a un dépassement du rôle, effectivement, qui est normalement attribué à cette personne. Alban Micozzi. Effectivement, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle aura coûté un point à peu près à la gauche, parce que ça a été très mal perçu par les Italiens, qui n'ont pas envie qu'on leur donne des leçons venant de l'Europe, encore moins d'une Allemande. Les Italiens ont déjà un peu l'impression qu'ils sont considérés souvent comme un peuple secondaire. Oui. Son intervention, elle est clairement extrêmement malheureuse. Elle a chatouillé l'amour-propre des Italiens. Mais là, pour le coup, on touche à un point d'explication structurelle qui vaut au-delà de l'Italie. C'est-à-dire c'est la manière dont les populations fragilisées, économiquement notamment, se représentent ce qui leur apparaît comme une espèce de contrainte extérieure, de quelque chose qui est imposé au pays, qui crée des réflexes souverainistes, parfois anti-européens, et qui renvoie à une histoire récente, pas anodine pour l'Italie, parce qu'il y a eu non seulement la question de la crise des dettes souveraines, qu'une Italie pas tout à fait sous tutelle, mais presque, mais rappelons-nous le bras de fer qu'il y a eu au moment du déclenchement de l'épidémie de Covid. Les Italiens sont les premiers frappés par l'épidémie, avec une situation absolument dramatique. Et lorsqu'on parle, évidemment, ils sont aussi touchés par la baisse du tourisme, et lorsqu'on parle de se concerter, il y a une coterie de pays qu'on appelait à l'époque les pays frugaux, emmenés par l'Autriche, emmenés par les Pays-Bas surtout, et qui, en gros, leur expliquent que, non, on ne va pas réclamer en tout cas, des subventions qui seraient mutualisées, et le bras de fer va jusqu'à dire, et si on leur donne de l'argent, on va contrôler comment ils le dépensent, parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. Ça, je pense que les Italiens, ils sont extrêmement sensibles, c'est pas les seuls. Et donc, voilà, ce rapport à la contrainte extérieure est pour beaucoup dans la manière dont un certain nombre d'électeurs se disent, non, il faut qu'on reprenne le contrôle, pour paraphraser ce qui se disait Pascal Perrineau, vous l'ajoutez. Oui, parce qu'il faut bien voir qu'on en est là. Pourquoi ? Parce que la coalition autour de Draghi a éclaté, et a éclaté en particulier autour de cette affaire des conditions que fixe l'Europe pour que le prêt de 200 milliards d'euros, ça n'est pas rien, à l'Italie, soit véritablement acté. Donc, quelque part, ça a été au cœur de l'éclatement, et ça reste, quand on discute avec des amis italiens,
ça reste quelque chose. Les Italiens ont souvent l'impression d'être sous la dépendance et un contrôle européen tatillon. C'est peut-être une des difficultés du Parti démocrate. Il incarnait peut-être, non pas assez les aspirations de la gauche, mais justement l'acquiescement à ces contraintes. Bien, nous allons évidemment expliquer quelles seront, tenter d'expliquer quelles seront les lignes de gouvernance de Giorgia Meloni, mais Anne-France d'ailleurs, merci Simon. Anne-France sera là avec nous tout à l'heure. Simon, s'il vous plaît. Pardon ? Oui, je voudrais rajouter un petit mot. Allez-y, Simon. Si vous avez envie de rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Oui, relativement important également, en dehors de Mme van der Leyen, à qui il serait quand même souhaitable de rappeler un peu quel est son rôle, de telle manière à ce qu'elle comprenne qu'il faut rester dans les lignes normalement dévolues à son positionnement. Mais je serais curieux aussi de savoir quelle va être la réaction de nos gouvernements français, et entre autres du président de la République, concernant, une éventuelle félicitation ou action positive vis-à-vis des nouveaux gouvernants italiens, sachant leur position vis-à-vis de ce qu'on pourrait qualifier d'équivalent en France. Bon. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction et je ne suis pas surpris. Petite réaction pour l'instant. On va regarder les réactions d'ailleurs. Si le gouvernement français a réagi, Elisabeth Borne a réagi. Est-ce qu'Emmanuel Macron a félicité? Pour l'instant, non, parce que Giorgia Meloni n'est pas encore présidente du Conseil. Donc évidemment, il attend, comme beaucoup d'ailleurs. Mais on va voir les conséquences. Et le positionnement de Giorgia Meloni sur l'Europe, ça va être très très intéressant, sur la guerre en Ukraine notamment. Bien, Simon, merci beaucoup. Nous allons prendre Anne-France. Mais qui est Meloni? Qui est Giorgia Meloni? Moi, je vous propose d'écouter d'abord ses rapports avec Mussolini. Écoutez ce qu'elle disait il y a quelques années. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas, ça, dans les politiciens qu'on a eus dans les derniers 50 ans. Admiration pour Mussolini. Alors, c'est une archive qui date quand même de l'époque où Giorgia Meloni avait 19 ans. Elle avait 19 ans. Aujourd'hui, elle en a 45. Je vois que vous avez bonne mémoire. Cette archive est connue, c'est un journal de la 3 du soir. Exactement, journal de la 3 du soir. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, quand on la questionne sur ce point, c'est très difficile de la questionner sur ce point. Elle a tendance à avoir une stratégie d'évitement. Mais dans tous les cas, elle dit « ça n'est plus le problème de l'Italie d'aujourd'hui ». C'est pas ce dont parlent les Italiens, le rapport à Mussolini. Ce en quoi on peut quand même lui donner raison. Effectivement, les Italiens ne parlent pas du rapport à Mussolini, c'est pas le problème principal de l'Italie aujourd'hui. Elle a organisé une stratégie d'évitement qui lui permet de dire de ne pas répondre réellement. Elle n'a pas fait le travail, par exemple, de M. Fini, qui a dit que finalement Mussolini avait été une catastrophe pour l'Europe. Elle ne se déjuge pas, mais ne confirme pas ses propos. D'accord. Je rappelle que Mussolini est arrivé au pouvoir en 1922, il y a 100 ans. C'est un 28 octobre après la marche sur Rome. C'est un petit sourire de l'histoire ou une grimace de l'histoire, c'est comme on voudra. C'est comme on voudra. Qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de Meloni? Alors je voudrais faire écouter une autre archive. Non, c'est pas une archive, c'était ce son. Vous avez tous In Sono Giorgia. Vous avez tous là en mémoire. Écoutons un remix. C'était lors d'un discours, je crois que c'était en 2018 ou 2019, un discours, et ça a été repris, remixé. Enfin bon, je suis une femme, je suis une catholique, je suis une mère de famille, c'est ça. Et cela, personne ne pourra me le retirer, c'est la suite de sa phrase. Et cela, personne ne pourra me le retirer. Quel caractère, quelle est cette femme? On la connaît peu finalement en France, on la connaît peu. On la connaissait d'ailleurs assez peu en Italie avant ces dernières années, mais elle est devenue, on parlait de la popularité de Giuseppe Conte, elle a doublé au cours des dernières années. Elle est devenue une des personnalités les plus populaires par les thématiques qu'elle développe, mais aussi justement pour ça, cette espèce de posture un peu brute de décoffrage, très naturelle, cette espèce de proximité assumée avec les Italiens simples, quoi. Et ça c'est un point important. Et puis pour revenir sur le point qu'on abordait avant,
Giorgia Meloni, à 19 ans, trouvait que Mussolini était une personnalité politique respectable. Je pense qu'il faut avoir en tête que ça ne fait pas le même effet aux Italiens que, par exemple, si un leader allemand disumait une archive en disant que Hitler avait été un type formidable. Et je pense que ça ne fait pas non plus le même effet qu'aux Français de dire que Pétain était quelqu'un qui a été qui a sauvé des Juifs. Je pense qu'il y a moindre sensibilité, on en parlait tout à l'heure avec Alban Micosi, des Italiens à cette question qui est très anthologique dans d'autres pays où on est du bon ou du mauvais côté de la force selon ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas. Pascal Perrineau. Oui, et puis, si vous voulez, qu'est-ce qui fait le succès d'un leader en Italie ou ailleurs d'ailleurs? C'est très souvent quand il ressemble à son pays. Ouais. Et Giorgia Meloni, elle incarne. Et Dieu sait, elle incarne vraiment, quand vous la voyez, quand vous l'écoutez. Elle incarne parce que c'est une femme, et le rôle des femmes, la figure de la femme en Italie. Première fois qu'une femme va être présidente du Conseil en Italie. Il faut en parler de ça tout de même. Oui. Première femme, et puis la jeunesse. De Meloni. 45 ans. L'Italie a tout de même l'habitude d'être dirigée par des vieux mâles. Je n'irai pas au-delà. Par des vieux mâles. Là, vous avez une jeune femme. Une jeune femme qui assume d'abord une certaine idéologie familialiste, et on sait que la valeur de la famille en Italie, c'est important, et puis l'Italie est restée plus que d'autres encore un pays catholique. Donc, en cela, elle ressemble à l'Italie. Et je crois que c'est tout de même un des facteurs de son succès. Elle en a beaucoup joué pendant la campagne, en parlant de son origine sociale modeste, qu'elle avait habité les quartiers sud, ce qui est une réalité de Rome, qui sont des quartiers extrêmement populaires. Elle exprimait d'ailleurs les contradictions de l'Italie. Sa mère était au MSI, le parti, alors là, néofasciste, et son père était communiste. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la famille éclate. Donc voilà, elle est très représentative de l'Italie. Elle ne fait pas italienne, elle est italienne. C'est extrêmement important parce que la question identitaire est au cœur, je pense, des mouvements politiques que l'on observe, et notamment en Italie. J'entends par là le fait que des gens ont le sentiment que leur identité, ce qu'ils sont, est soit méprisée, soit menacée, soit les deux. Quand on regarde les enquêtes, notamment les enquêtes internationales, il y a un eurobaromètre qu'on réalise pour la Commission européenne vient de paraître, l'immigration n'est pas si importante que ça en Italie, dans la hiérarchie des préoccupations, notamment par rapport à la Suède, où c'était beaucoup plus central. Oui, c'était plus central dans le vote qui est intervenu il y a 3 semaines. En revanche, le sentiment de perte, de remise en cause, de menaces, et là, il y a... Mais c'est comme en France, pardon, mais l'Italie nous ressemble tellement, ou nous ressemblons tellement à l'Italie. Là, pour le coup, il y a des similitudes. Mais absolument. Oui, des similitudes. Il y a des similitudes, j'allais dire accentuées, parce que quand vous regardez la chute du PIB en Italie au moment de la crise de la Covid, c'est véritablement vertigineux. Les additions, les fameux factures chères, c'est un thème ultra dominant en Italie. Le prix de l'énergie a augmenté en un an de 45%. En France, de 22%. C'est déjà pas mal en France. Mais alors vous imaginez plus 45% en Italie. Voilà. Et aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises italiennes ne produisent plus. Elles n'ont même pas fermé. Elles sont en sursis. Elles ne produisent pas parce que ça coûte plus cher aujourd'hui de produire que ce que vous produisez, ce que vous pouvez vendre. Il y a un vrai problème d'énergie en Italie. Bon, il est 11h29. Nous allons regarder la situation italienne, évidemment. La politique que pourrait conduire Giorgia Meloni, ce sera la deuxième partie de ce débat passionnant avec nos invités et vous-même. Anne-France est à Montpellier et puis j'ai Xavier qui appelle d'Andaille, dans les Pyrénées-Atlantiques. Quand l'extrême droite progresse chez les gens ordinaires, c'est d'abord sur elle-même que la gauche devrait s'interroger, nous dit Xavier qui est à Andaille. À tout de suite, il est 11h30. Savoir et comprendre. 0826 300 300. Alban Micosi, vous, pendant la pub, là, vous nous disiez, finalement, Giorgia Meloni, c'est une supportrice de la Lazio et non pas de l'AS Roma. Expliquez-nous un peu. La Lazio, traditionnellement, c'est le club, on va dire, des quartiers déshérités de Rome, alors que l'AS Roma, c'est le club du centre-ville. L'AS Roma est plutôt de centre-gauche, la Lazio est plutôt à droite populaire. Eh bien, Giorgia Meloni, elle vient de la Garbatella, c'est-à-dire un quartier vraiment populaire du sud de Rome, et elle assume parfaitement ses origines et son public, à tel point que lorsqu'elle fait un meeting... Elle parle comme on parle dans son quartier. Absolument. Et lorsqu'elle tient un meeting, que ce soit à Rome ou ailleurs, elle le fait même à Milan, elle abandonne le pupitre, elle vient à 50 cm des premiers rangs, elle prend son micro et elle crie très fort. C'est une toute petite femme, hein, vous savez, c'est une femme d'1m60. Elle crie très fort, elle est
elle harangue la foule, elle a cette vraie capacité, elle a une vraie capacité de mobiliser autour d'elle. Et Pascal Perrineau, vous vouliez insister aussi sur un autre point, le vieillissement de la société italienne. Vous savez, la famille, les enfants en Italie, c'est une vraie valeur. Il suffit de regarder quand on est en Italie le statut des enfants. Les Italiens avec les enfants ont une ouverture, une gentillesse que nous n'avons pas de ce côté des Alpes. Or, qu'est-ce qui s'est passé en Italie? Les femmes italiennes en âge de procréer font 1,25 enfants, puisque c'est-à-dire que l'Italie est devenue, dans les pays développés de l'OCDE, le pays le plus vieux derrière le Japon. Et ça, c'est un choc. Et Giorgia Meloni, d'ailleurs, utilisait une notion qui est intéressante. Elle parle d'hiver démographique pour l'Italie. Et cet hiver démographique a donné des réactions au plan politique. Quels sont les thèmes qui l'ont porté au pouvoir là? Quels sont les thèmes qui ont conduit Meloni au pouvoir? Je pense qu'il y a quelques thèmes sur lesquels il faut insister. Il y a le débat sur la filiation fasciste, etc. On n'a pas le sentiment qui est de lourdes menaces, comme ce qu'on peut constater en Hongrie ou en Pologne, sur la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice ou l'indépendance des médias. En revanche, il y a des thèmes qui sont, d'ailleurs, qui étaient très présents dans le discours qui a donné lieu au remix que vous avez passé tout à l'heure. La question des minorités, des droits des homosexuels. Enfin, elle insiste beaucoup, je crois que c'est dans le remix d'ailleurs, sur le fait de ne pas se retrouver tout d'un coup parent 1, parent 2. Il y a le même débat qu'en France d'ailleurs. Elle est très stricte sur ces questions-là. Il y a un conservatisme moral. Et ça, ce qui crée un clivage, par ailleurs, par rapport au mouvement progressiste sur la question des droits des homosexuels, des droits des minorités, sur la question, puis la question religieuse qui est, comme l'a rappelé Pascal, très importante en Italie, probablement d'ailleurs parmi les pays catholiques européens, celui où cette question est la plus sensible. On a des situations très différentes en France et en Espagne, et cette identité-là, elle en est porteuse, finalement avec davantage de talent que apparemment Salvini, qu'on voyait se trimballer partout avec un chapelet, mais qui a sans doute moins réussi à l'incarner. Qui n'était pas tout à fait crédible avec son chapelet, entre nous. Enfin bon. Alban Mikosi. L'autre point, c'est la situation financière. C'est le pouvoir d'achat. Moi, j'ai assisté à 2 de ses derniers meetings. Sur 1 heure, elle fait 5 minutes sur l'identité, 5 minutes sur l'immigration. Ça, c'est au tout début, c'est parti. Voilà, c'est fait. Ensuite, c'est 45 minutes pour dire aux gens, vous allez gagner plus d'argent et vous allez payer moins d'impôts. Et je vais vous expliquer comment. C'est vraiment le cœur de son message, c'est redistribuer de l'argent à la société. Mais remarquez, le pouvoir d'achat, c'est ce qui a fait le succès de Marine Le Pen. Enfin, ne l'oublions jamais. Ne l'oublions jamais. Elle a pris le virage du pouvoir d'achat à l'automne dernier, et c'est là qu'elle a commencé à basculer et à réduire l'écart avec l'homme que tous les médias propulsaient en tête. Enfin, pas que les médias, mais enfin bon, avec Éric Zemmour. C'est le positionnement. D'ailleurs, la comparaison, je me méfie beaucoup des comparaisons entre la France et l'Italie. Zemmour d'un côté, et Marine Le Pen, et puis de l'autre côté, Salvini et Giorgia Meloni. Je me méfie. Bon, on va prendre Anne-France et Xavier. Anne-France, qui est à Montpellier, dans l'Hérault. Bonjour Anne-France. Bonjour à toute l'équipe. J'écoute avec... je vous entends mal, Anne-France. Ce qu'on va faire, on va vous rappeler parce que la ligne est très mauvaise. Et je suis désolé, je le fais toujours parce que je pense à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont obligés de tendre l'oreille. Et le confort d'écoute, c'est essentiel. Alors, on va prendre Hendaye. Oui, on va prendre Xavier à Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Xavier. Oui, bonjour. Mais quand l'extrême droite progresse chez les gens ordinaires, c'est d'abord sur elle-même que la gauche devrait s'interroger. C'est pas de moi, c'est de George Orwell. Oui. C'est-à-dire que les gens ordinaires et les élites mondialisées, elles habitent sur 2 planètes différentes. Attendez, je me méfie des gens ordinaires. J'aime pas ce mot ordinaire. Non, les gens ordinaires, c'est-à-dire vous et moi, quoi, si vous voulez. Oui, moi, vous savez, Xavier, j'aime pas ordinaire. C'est un mot vulgaire, à mon sens. Ordinaire, c'est un mot péjoratif. Non, les gens, Xavier, mais je sais que c'est pas de vous. Et les gens. Mais les gens, vous dites la gauche. Vous dites la gauche. Encore une fois, la gauche devrait s'interroger. Bah oui.
Oui, Pascal Perrineau, là, en effet, Xavier met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Si vous voulez, c'est le phénomène d'embourgeoisement de la gauche. Alors, ça n'a pas commencé là. Hein. Ça a commencé maintenant, il y a de nombreuses décennies. Oui. La gauche, dans beaucoup de pays, a peu à peu quitté le terrain social pour investir avant tout le terrain sociétal, culturel, la question du mariage homosexuel, la baisse de la durée du travail. Pascal Perrineau, ça renvoie au débat franco-français entre d'un côté LFI et de l'autre côté Roussel. Bien sûr, bien sûr. La gauche est en train d'en parler en France. Et j'allais dire, c'est une bonne chose qu'il y ait ce débat autour des déclarations de Fabien Roussel, le leader du Parti communiste, parce que le Parti communiste a été jadis une grande organisation populaire. Quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, en effet, on comprend que son leader commence à s'interroger, même s'il est un peu tard. Je dis un peu tard, pourquoi ? Parce qu'on le voit, depuis 20 ans, les formations nationalistes, populistes, ce qu'on appelle le national-populisme, a massivement pénétré le milieu des ouvriers, des employés, en France, en Italie, en Suède. On pourrait multiplier les exemples aux États-Unis, etc. Donc, il y a là, une gauche qui a coupé quelque part, avec sa base sociale, qui a laissé sa base sociale en déshérence. Toute une partie de ces couches populaires sont parties ou bien vers l'abstention, ou bien vers la protestation nationaliste et populiste. Et oui, il y a d'anciens électeurs de gauche, certainement à Fratelli d'Italia, bien sûr au Front National et aux démocrates suédois, bien sûr. Bien sûr. Merci Xavier. Oui. Lors du dernier meeting auquel j'ai assisté de Giorgia Meloni à L'Aquila, donc une ville de la montagne, dans les Abruzzes, une ville modeste. 50% des gens que j'ai interrogés m'avaient dit qu'ils avaient voté pour la gauche dans les élections précédentes. Et d'ailleurs, je regardais avant de venir, une des régions qui est dirigée par un président de Fratelli d'Italia, bien avant ce qui se passe, ce sont les Marches. Les Marches, mais c'est une région historique de gauche. Et c'est un patron qui vient de Fratelli d'Italia qui dirige cette région aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, une partie de ces électeurs de gauche sont passés par le mouvement 5 étoiles parce que, se sentant trahis ou non entendus ou pas respectés ou n'entendant pas de promesses qui correspondent à leurs aspirations de la part de la gauche traditionnelle. Donc, on cherche ici ou là des solutions à l'extérieur du paysage politique. Et une partie ont utilisé ça comme sas de transition vers Fratelli d'Italia et d'autres vers le retour à l'abstention, comme on l'évoquait. Alors, nous avons retrouvé Anne-France. Anne-France. Oui, bonjour. Ah, ça va mieux. Vous êtes à Montpellier, Anne-France. Vous étiez infirmière, vous êtes à la retraite aujourd'hui. Oui. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire comme remarque, faire comme remarque ? Bien, comme remarque, l'Europe nous dirige. Oui. Dire autrement que l'Europe, on se retrouve dans des situations très inconfortables. Et je pense que tous ces problèmes-là sont dus à la non-écoute de la population. Nos ministres, nos députés n'écoutent pas les gens, méprisent souvent leurs désirs, et la réaction des gens, c'est de se mettre en position de défi. Donc, moi, je pense qu'un référendum sur certaines choses serait quand même bien. On écoute les gens et là, actuellement, on ne les écoute plus. Il y a le problème du chauffage, il y a le problème des augmentations. Oui, elle a parlé des problèmes d'argent. Les gens ne voient que ça. Oui. Au-delà d'identité de l'immigration, il y a le quotidien. Le quotidien de chacun. Le quotidien. La violence du quotidien. Évidemment. La vie. Mais ça, plus que jamais, tous les hommes politiques de tous les pays du monde doivent être à l'écoute plus que jamais. Merci Anne-France. Alban Mikosi, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, effectivement, vous avez raison. Son discours et s'adresse
aux gens qui ont des difficultés financières. Elle leur promet un certain nombre de choses. Oui. Seront-elles tenables ? Ça, c'est ce qu'on peut Alors justement, dire. On va voir la suite. Maintenant, on va voir les réactions et puis ses positions sur les questions budgétaires, sur l'Europe et sur la guerre en Ukraine. À tout de suite, 11h43. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h46, midi moins le quart. Nous continuons à parler de l'Italie à travers vos réactions, évidemment, et nos invités, Pascal Perrineau, professeur des universités Sciences Po, Alban Micosi, correspondant de France Télévisions à Rome, et Emmanuel Rivière, directeur international du Conseil politique de l'Institut Cantaire Public. Cantar, oui, Cantaire. Pourquoi je dis Cantaire ? Oui, vous avez raison. Bon, alors, les réactions. Les réactions à la victoire de Mélanie. Dites-moi, Félix Mathieu. Alors, du côté de la Première ministre en France, Elisabeth Borne, la France sera attentive au respect des droits de l'homme et au droit à l'avortement en Italie. Voilà pour l'avertissement d'Elisabeth Borne. Réaction forcément bien différente du côté du Rassemblement national. Le peuple italien a décidé de reprendre son destin en main en élisant un gouvernement patriote et souverainiste. Salut Marine Le Pen qui ajoute « Bravo à Giorgia Meloni et à Matteo Salvini d'avoir résisté aux menaces d'une Union européenne antidémocratique et arrogante en obtenant cette grande victoire. » Voilà Marine Le Pen qui fait allusion aux propos. On en parlait de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui avait évoqué de possibles instruments de pression, de sanctions contre un éventuel gouvernement d'extrême droite en Italie. Alors même son de cloche que Marine Le Pen, du côté forcément d'Éric Zemmour. Toutes mes félicitations à Giorgia Meloni et au peuple italien. Comment ne pas regarder cette victoire comme la preuve que oui, arriver au pouvoir est possible, écrit le fondateur de Reconquête. À gauche de l'échiquier politique, on a la députée de la France Insoumise, Clémentine Autain, qui déplore un résultat tragique. Les héritiers de Mussolini prennent le pouvoir en Italie. Solidarité, écrit Clémentine Autain, solidarité avec tous les progressistes italiens. Quelle est sa position sur l'Ukraine ? C'est très clair. En meeting, elle dit toujours, c'est une agression russe contre le peuple ukrainien et nous soutenons le peuple ukrainien. Oui, là, elle est très claire. Elle n'a pas le même discours que Salvini, qui est un admirateur de Poutine. Et que Berlusconi, parce que Salvini a évolué. Salvini a dit, je ne me prononce plus sur la question de la Russie et l'Ukraine, c'est très compliqué. Oui. Voilà, donc ça c'est réglé. Oui. Ça ne veut rien dire. Silvio Berlusconi, lui, est intervenu samedi et de manière très forte. Il a dit que l'intervention russe était justifiée à ses yeux parce qu'il s'agissait de mettre à Kiev un gouvernement décent. Le mot italien, c'est ça, décent, et qu'il estimait que le gouvernement, comme si Berlusconi estimait que le gouvernement de Zelensky n'était pas décent. Et ils sont dans la même coalition. Ça va être un petit peu compliqué. Poser problème. Ce qui pourra servir de juge de paix, c'est que pour l'instant, l'opinion des Italiens est massivement en faveur de sanctions contre la Russie, d'aide et d'appui. Alors c'est un peu moins fort que la moyenne européenne sur le financement d'envoi d'armes. Enfin, la majorité d'Italiens est derrière la position de leur pays. Et donc la position qui est au sein de la coalition assumée par Meloni. Berlusconi est un ami personnel de Vladimir Poutine. Oui, ça je sais, il partage beaucoup de choses. Pascal Perrineau, sur l'Europe. Alors, sur l'Europe, comment dire, il ne faut pas qualifier Giorgia Meloni d'anti-européenne. Oui. Simplement, elle véhicule, on parlait tout à l'heure un peu de Nicolas Dupont-Aignan, de Charles Pasqua, elle véhicule une conception qui est la conception de l'Europe des nations. Oui. Elle se méfie en effet de tout pouvoir supranational, mais elle ne condamne pas de manière compulsive l'Union européenne. Et dans son évolution, c'est assez sensible. À la polonaise, on peut dire qu'elle est un peu sur une position polonaise. D'ailleurs, au Parlement européen, les représentants de Fratelli d'Italia ne sont pas dans le groupe dans lequel on retrouve, par exemple, le Front National ou l'AfD allemande. Ils sont dans le groupe avec le PIS polonais, qui est le parti au pouvoir. Oui. Et ce que craignent certains, c'est que, au travers de la victoire de Meloni en Italie, peu à peu se constitue un axe qui irait de la Pologne à l'Italie
l'Italie en passant par la Hongrie, avant qu'éventuellement il se passe quelque chose en Espagne autour du mouvement Vox. Et là, à ce moment-là, dans les équilibres à l'intérieur de l'Union européenne, j'allais dire pour l'axe franco-allemand, ça serait une très mauvaise nouvelle. Oui, oui. Non, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que l'opinion des Italiens à l'égard de l'Union européenne s'est nettement améliorée au cours des dernières années. Il y a 3 ans, l'Italie était avec la France parmi les pays qui étaient les plus défiants. Aujourd'hui, il y a 12 points d'écart. 46% des Italiens disent faire confiance à l'UE contre 34% en France. Et ça s'est produit au moment justement de la mise en place des plans de relance. Donc ce serait un peu une erreur de lecture de penser que la victoire de Giorgia Meloni correspond à un sursaut de défiance à l'égard de l'Union européenne. C'est plus compliqué que ça. Il faut au contraire avoir en tête qu'un certain nombre des mouvements d'extrême droite qui ont progressé ces dernières années l'ont fait en mettant beaucoup d'eau dans leur vin anti-européen. Oui. En France et en Suède. Bon, et puis maintenant la dette, les problèmes budgétaires, parce que là, évidemment, Giorgia Meloni va se retrouver face à un mur. Un mur, cette dette italienne qui est plus importante encore que la nôtre. Plus de 150% du PIB. Plus de 150% du PIB. Mais comment va-t-elle faire ? Alors, Alban Mykosi, elle a un défi puis un début de solution. Le début de solution, c'est effectivement le plan d'aide européen qui va comprendre jusqu'à 200 millions d'euros. Elle peut... 200 milliards d'euros, pardon. 200 milliards. Elle dit, je vais reparler... Merci l'Europe quand même, au passage. Enfin, je dis ça comme ça au passage. Elle dit, je vais renégocier avec l'Europe. C'était prévu dans le dispositif. Elle obtiendra peut-être, 202 milliards au lieu de 200. Qu'est-ce qu'elle va faire de cet argent ? C'est tout le défi. La politique de Mario Draghi, c'était d'investir dans des projets futurs pour équiper l'Italie dans 20 ans. C'est un peu là-dessus que les partis, on va dire, centristes ont été battus. C'est que les Italiens disent, on ne veut pas s'occuper de nous dans 20 ans, occupez-vous de nous aujourd'hui. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit, Giorgia Meloni ? Elle a dit, on va appliquer la flat tax, pas plus de 15% d'impôt si vous gagnez moins de 65 000 euros par an. Oui. Ça sera une mesure qui semble populaire, et on va valoriser le travail et vous serez augmenté. Vous savez qu'il n'y a pas de salaire minimum en Italie, il n'y a pas l'équivalent du SMIC. Vous serez augmenté et vous allez toucher immédiatement de l'argent pour votre pouvoir d'achat. Bon, ça veut dire des dépenses immédiates. Oui. Comment va-t-elle les financer ? C'est un défi intéressant. C'est pas elle qui augmente les salaires, encore une fois. C'est l'éternel débat. Ce sont les chefs d'entreprise. Hein. Ce sont les patrons qui augmentent les salaires. Sur le salaire des fonctionnaires, oui. Et en Italie, ils sont plus de 5 millions. Oui, parce que toujours, c'est très beau de dire on augmente les salaires, mais enfin, encore faut-il pouvoir augmenter les salaires. Quand on regarde l'évolution des salaires en Italie, on est frappé de voir le retard par rapport à l'inflation. L'inflation est aux alentours de 9-10%. Oui, n'oublions pas qu'on a presque deux fois plus d'inflation qu'en France. Voilà. Et les salaires sont loin derrière. La hausse des salaires est extrêmement faiblarde en Italie. Donc il y a là, dans cet écart qui ne cesse de croître, avec le renchérissement des coûts de l'énergie, le renchérissement des intrants. Les petites entreprises sont touchées en effet de plein fouet. C'est frappant en Italie de voir toutes ces entreprises en suspens. On ne sait pas si elles sont fermées, si elles sont ouvertes, etc. C'est vraiment très étrange. Mais aussi, c'est la réalité de salariés derrière, de ces toutes petites entreprises qui sont au chômage ou qui sont dans des états économiques qui ne sont pas proches, qui sont des situations de pauvreté réelle. C'était un des atouts de l'économie italienne, c'est ce tissu de petites et moyennes industries, de PME, artisans aussi, qui là effectivement les met dans une grande fragilité. Dans le nord du pays. Dans le nord du pays, on parle quand même d'un pays c'est vrai. Où il y a une très fracturé. Entre le nord et le sud. Le sud qui n'a pas tellement voté pour elle, quoi, finalement. Le sud a voté beaucoup pour le mouvement 5 étoiles. Du moins, 5 étoiles. On peut s'appuyer sur les premiers résultats des sorties d'urnes, parce que le mouvement 5 étoiles garantissait le maintien de ce revenu de citadens, de ce revenu de sécurité, on va dire ça comme ça. Ça aussi, il va falloir le financer. Alors, il faut rappeler aussi qu'en Italie, c'est particulier, c'est-à-dire qu'elle, vers le 15 octobre, elle deviendra présidente du Conseil vers le 15 octobre. Il faut que le président de la République... le président Mattarella va la nommer quand il aura la certitude qu'elle a une coalition derrière elle assez sûre pour avoir un gouvernement. Mais est-ce qu'elle est sûre d'avoir sa coalition ? C'est une vraie question. C'est une vraie question italienne, ça. Mais... Les deux postes, on va dire que les deux postes qui sont les plus importants, c'est le ministère de l'Intérieur. Qui va-t-elle le donner ? Est-ce que ça sera Matteo Salvini ou pas ? Si c'est pas pour lui, c'est une gifle monumentale pour lui. Oui. Et le ministère des Finances. Et avec une rumeur qui court ce matin dans la presse italienne, va-t-elle conserver le ministre des Finances de Draghi ?
Et auquel cas, bien sûr qu'elle peut. C'est un homme de centre droit. Oui. Elle peut le conserver. Et si elle conserve le ministre des Finances, alors du coup c'est une garantie de sérieux, une garantie vers l'Europe, un pas vers l'Europe, mais son électorat va-t-il estimer avoir été trahi? Bref, on va vivre 15 jours intéressants. Ce sont des mœurs parlementaires. Alors c'est vrai que nous, dans le vieux pays présidentiel dans lequel nous sommes, on se dit, mon Dieu, que c'est long. Mais dans de nombreuses démocraties parlementaires, il faut attendre plusieurs semaines regardez avant l'Allemagne. que le président ou le monarque, quand on est en monarchie constitutionnelle, constate qu'il y a une coalition solide. C'est de saine démocratie. Et on peut faire confiance au président Mattarella, qui est un homme extrêmement sage. Et dans ce contexte, je pense qu'on verra la prolongation de ce qui a déjà commencé, me semble-t-il. C'est la volonté de Giorgia Meloni de rassurer les milieux d'affaires, d'éviter d'avoir une espèce de défiance. Ils ne lui sont pas d'ailleurs hostiles, mais c'est vrai que il y a pas un rejet massif de Draghi non plus dans le contexte. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc des formes de continuité ne seraient pas forcément, je pense, considérées comme une trahison. Ce sera beaucoup plus difficile la suite. Merci messieurs d'être venus nous voir ce matin. Nous avons parlé de l'Italie pendant 1 heure et je trouvais ça vraiment intéressant. Vous continuez à appeler si vous voulez réagir, 0826 300 300. Je vais revenir au premier sujet que j'ai traité tout à l'heure sur effectivement la télémédecine et les abus d'arrêt de travail. Et le gouvernement met un stop à ces abus. Là aussi, vous l'avez constaté. Dites-nous à travers la télémédecine, racontez-nous 0826 300 300. Et puis je vais parler du collège entre midi et midi et demi parce que c'est un peu le parent pauvre de l'éducation nationale. Le collège. On fait beaucoup d'efforts pour l'école primaire, beaucoup pour le lycée. Il y a des réformes du lycée, mais le collège, un peu laissé pour compte. Il est 11h58. Vous êtes sur Sud Radio.